Ma mère a cessé de respirer quand elle m'a vue entrer dans la salle d'audience. C'est la première chose dont je me souviens. Sa main s'est portée à sa bouche, comme si elle avait vu un fantôme. Mon père serrait le banc en bois devant lui si fort que ses articulations en étaient devenues blanches. Le bruit de mes chaussures sur le sol, des chaussures de cérémonie bleu marine cirées, résonnait dans la pièce silencieuse. Je ne les avais pas vus depuis 12 ans, et l'uniforme leur a tout dit avant même que je ne prononce un mot. Mon frère, Tom, était assis à la table de la défense. Ses épaules se sont affaissées au moment où il a levé les yeux et m'a vue. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Les galons dorés sur mon col, les rubans sur ma poitrine, l'uniforme de cérémonie blanc, tout cela disait ce que j'essayais d'expliquer à mes parents depuis plus d'une décennie. Je n'avais pas abandonné. Je n'ai jamais abandonné. Et le mensonge qui m'avait coûté 12 ans de ma vie était sur le point de s'effondrer. Mais pour comprendre comment nous en étions arrivés à cette salle d'audience, il faut remonter à un endroit plus calme, une petite ville le long de la rivière James, en Virginie. Un endroit où tout le monde connaissait votre nom et pensait parfois connaître aussi votre histoire. J'ai grandi dans une ville appelée Hopewell, à environ 30 minutes de Richmond. C'était le genre d'endroit où les mêmes familles vivaient dans les mêmes rues depuis des générations. Mon père, Richard Mitchell, a travaillé dans une usine chimique pendant 32 ans. Il quittait la maison avant l'aube la plupart des matins avec un thermos de café et une boîte à lunch que ma mère préparait la veille. Ma mère, Diane, était bénévole à notre église et gérait la maison comme une mécanique bien huilée. Le dîner était toujours à 18 heures. Le dimanche, c'était l'église à 9h30. Et le drapeau américain sur notre porche était remplacé chaque année pour le Memorial Day. Le patriotisme n'était pas bruyant chez nous. C'était simplement une évidence. Mon frère Tom avait 3 ans de plus que moi. En grandissant, il était tout ce qu'une petite ville admire, quarterback de l'équipe de football du lycée. Grand, sûr de lui, avec le genre de sourire qui inspire immédiatement confiance. Les professeurs l'aimaient, les voisins se vantaient de lui. Mes parents étaient fiers de lui. J'étais différente. Je n'étais pas vraiment timide, mais je n'étais pas bruyante non plus. J'aimais la structure, la routine, le travail bien fait. Pendant que Tom participait à des feux de camp et à des matchs de football, c'est moi qui me levais tôt pour courir avant l'école. À mes 18 ans, je savais exactement ce que je voulais. Je voulais la marine. Pas parce que je détestais notre ville, mais parce que je voulais quelque chose de plus grand. Quand je l'ai annoncé à mes parents à table un soir, ma mère s'est figée alors qu'elle servait du thé glacé. « La marine ?» a-t-elle dit. « Oui, maman. » Mon père s'est adossé à sa chaise, m'observant attentivement. « Pourquoi ?» a-t-il demandé. « Parce que je veux servir, » j'ai dit, « et je veux voir de quoi je suis capable. » Tom a ricané de l'autre côté de la table. « Tu es sûr de toi ?» a-t-il dit. « Le camp d'entraînement, ce n'est pas vraiment une colonie de vacances. »« Je sais, » j'ai répondu. Mon père a hoché la tête lentement. « Si tu le fais, » a-t-il dit, « tu finis ce que tu commences. » Cette phrase est restée gravée en moi. Je suis partie pour l'entraînement de base à Great Lakes, dans l'Illinois, quelques mois plus tard. Le camp d'entraînement était exactement ce à quoi je m'attendais. Dur, froid, structuré. Mais la discipline me semblait naturelle, comme si j'adoptais un rythme que j'avais pratiqué toute ma vie. J'écrivais des lettres à la maison chaque semaine. Ma mère me répondait avec de longues nouvelles sur les pique-niques de l'église et les voisins. Les lettres de mon père étaient plus courtes. « Fier de toi », a-t-il écrit une fois. Tom a envoyé une carte postale avec une blague sur les coupes de cheveux de la marine. Puis, les choses ont changé. Après environ 6 mois d'entraînement, les lettres ont cessé d'arriver. Au début, j'ai pensé que le courrier était peut-être lent. Ensuite, j'ai essayé d'appeler pendant mon temps de téléphone autorisé. Aucune réponse. J'ai laissé des messages. « Salut maman, c'est Sarah. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. » Rien. J'ai rappelé la semaine suivante. Toujours rien. Finalement, un soir, ma mère a décroché. Sa voix semblait étrange, distante. « Maman ?» j'ai dit. « Oui » a-t-elle répondu doucement.
Tu vas bien? Il y a eu un long silence. Nous avons appris que tu avais quitté la marine, a-t-elle dit. Ces mots n'avaient aucun sens. Pardon? Quoi? Tom a dit que tu avais abandonné, a-t-elle dit. Mon cœur a lâché. Je n'ai pas abandonné. J'ai dit rapidement. Maman, je suis toujours là. J'en suis à la moitié de l'entraînement. Un autre silence. Tom a dit que tu l'avais appelé. Il a dit que tu n'arrivais pas à suivre. Ce n'est pas vrai. Eh bien, a-t-elle dit doucement, il n'inventerait pas une chose pareille. J'ai eu l'impression d'avoir le souffle coupé. Maman, j'ai dit lentement. S'il te plaît, écoute-moi. Je n'ai pas abandonné. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a hantée pendant des années. Ton père est très déçu. L'appel s'est terminé peu après. Je suis restée là, le téléphone à la main, fixant le mur gris de la caserne. Je pensais que si je pouvais simplement rentrer à la maison et expliquer, tout s'arrangerait. Les gens se méprennent parfois. Les familles discutent. C'est ce que je croyais à l'époque. Quelques mois plus tard, j'ai obtenu une permission. J'ai conduit 8 heures d'affilée depuis la base jusqu'à Hopewell. La maison semblait exactement la même. Bardage blanc, volets bleus, le même drapeau américain sur le porche. Je suis montée et j'ai frappé. Ma mère a entrouvert la porte. Elle semblait plus vieille. « Maman !» j'ai dit. Elle a jeté un regard derrière elle, vers l'intérieur. « Ton père ne veut pas se disputer », a-t-elle dit. « Je ne suis pas là pour me disputer. » Tom nous a raconté ce qui s'est passé. « C'est bien là le problème », j'ai dit calmement. Mon père est apparu derrière elle dans le couloir. Son visage était dur. « Tu n'as pas pu finir », a-t-il dit. « J'ai fini ?» j'ai répondu. Tom a dit qu'il t'avait renvoyé. C'est un mensonge. Le mot est resté suspendu dans l'air. Mon père a secoué la tête lentement. Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-il dit. Je ne mens pas. Mais quelque chose s'était déjà figé dans son esprit. Quelque chose que la fierté ne lui permettrait pas de remettre en question. Nous avons besoin de temps, a dit ma mère. Et puis, elle a fermé la porte. Pas avec colère, mais avec fermeté, comme on ferme un chapitre. Je suis restée sur ce porche pendant un long moment avant de retourner à ma voiture. Je me suis dit qu'il finirait par comprendre une fois que la vérité éclaterait. Mais parfois, les mensonges prennent racine, et parfois, les familles croient à la mauvaise personne. Cette nuit-là, je suis repartie seule vers la base, et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé une vie qui mettrait 12 ans à me ramener dans cette salle d'audience. Après cette nuit sur le porche à Hopewell, quelque chose en moi a changé. Pas d'un coup. Ce n'était pas dramatique comme au cinéma. C'était plus silencieux que ça. C'était le genre de changement qui se produit quand on réalise que les personnes sur lesquelles on pensait pouvoir toujours compter se sont déjà écartées. J'ai conduit 8 heures pour retourner à la base, radio éteinte. Juste le bruit des pneus sur l'autoroute et mes propres pensées. Pendant les premiers mois, je me répétais la même chose. Ils vont appeler. Une fois que Tom aura avoué la vérité, ils appelleront. Dès que quelqu'un de la ville me verra en uniforme, ils appelleront. Dès que mes parents réaliseront que la marine ne laisse pas les gens partir sans document officiel, ils appelleront. Mais l'appel n'est jamais venu. Alors, j'ai fait ce que la marine vous apprend à faire quand la vie devient compliquée. On se concentre sur la mission. On se lève tôt, on fait son travail et on avance. Ma première véritable affectation a été à bord d'un navire de soutien logistique basé à Norfolk. Rien de prestigieux. De longues heures, de longs déploiements, beaucoup de paperasse et de coordination dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Mais la marine repose sur ces détails. Les expéditions de carburant, les transferts d'équipements, la planification. Si un petit grain de sable s'immisce, tout le système en pâtit. J'ai vite appris que la discipline importait plus que la personnalité. Il n'était pas nécessaire de parler fort. Il suffisait d'être fiable. Et je l'étais. En quelques années, je m'étais forgé une réputation de calme quand les choses tournaient mal. « Mitchell ne panique pas », a dit un jour l'un de mes commandants lors d'un briefing. Je l'ai pris comme un compliment, car la panique ne résout pas les problèmes.
Le travail constant, oui. Pourtant, chaque mois de décembre, la douleur sourde revenait. Noël avait toujours été sacré dans notre maison. Ma mère cuisinait 3 sortes de tartes différentes. Mon père installait des lumières sur la rampe du porche chaque année, même par un temps exécrable. Tom et moi nous disputions pour savoir quel film de Noël nous regarderions en premier. Alors, ce 1er décembre après la porte close, j'ai envoyé une carte de Noël. Juste une carte simple. Je vous aime. Je pense à vous. Aucune réponse. L'année suivante, j'en ai envoyé une autre. Toujours rien. La 3e année, la carte est revenue par la poste. Tamponnée, retour à l'envoyeur. Cela m'a fait plus de mal que le silence. Mais je n'ai pas arrêté de les envoyer. Quelque chose en moi refusait de laisser la porte se fermer complètement, même s'il l'avait déjà verrouillée de l'intérieur. Environ 5 ans après le début de ma carrière, il s'est passé autre chose. Quelque chose de bien. J'ai rencontré Michael. Michael Turner était un pilote de la marine qui pilotait des hélicoptères depuis près d'une décennie lorsque nous nous sommes croisés lors d'une opération logistique conjointe. C'était le genre d'homme qu'on remarque immédiatement, non pas parce qu'il était bruyant, mais parce qu'il l'écoutait attentivement avant de parler. Notre première vraie conversation a eu lieu à la cafétéria de la base. Je fixais une tasse de café comme si elle m'avait personnellement offensée. Michael s'est assis en face de moi. « On dirait que quelqu'un vient d'annuler Noël », a-t-il dit. J'ai ri malgré moi. « Juste une longue semaine », j'ai répondu. C'est comme ça que ça a commencé. Michael ne m'a jamais jugé par rapport à ma famille au début. Il a simplement accepté les parties de ma vie que j'étais prête à partager. Nous avons eu des dîners tranquilles, de longues promenades près du port. Il comprenait le rythme étrange de la vie militaire mieux que quiconque. Les déploiements, les longues périodes de séparation, l'incertitude constante. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle près de la base. Rien d'extravagant. Quelques amis proches, des collègues officiers. J'ai envoyé une invitation à Hopewell, au cas où. Personne n'est venu, mais la cérémonie me semblait tout de même juste. Michael m'a tenu la main et m'a murmuré quelque chose pendant les vœux que je n'ai jamais oubliés. Tu n'as plus à tout porter toute seule. Et pour la première fois depuis des années, j'ai cru que cela pouvait être vrai. 2 ans plus tard, notre fille Emily est née. Si vous avez déjà tenu un nouveau-né dans vos bras, vous savez à quel point ce moment est étrange et puissant. Vous regardez ce petit être, et soudain, le monde entier se réorganise. Emily avait les yeux de Michael et mon entêtement. Elle avait aussi des grands-parents qu'elle n'avait jamais rencontrés. J'ai envoyé une autre lettre à Hopewell. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une photo d'Emily enveloppée dans une petite couverture jaune. J'ai écrit « Vous avez une petite fille ». J'ai attendu des semaines une réponse. Rien n'est venu. Finalement, la vie a continué son cours. Emily a grandi. Michael et moi avons jonglé entre les déploiements et les plannings parentaux. La marine a continué à me mettre à l'épreuve de manières inattendues. Il y a eu des tempêtes en mer, des urgences nocturnes, des décisions de commandement qui pesaient lourd. Mais à travers tout cela, je suis restée. J'ai fini ce que j'avais commencé. À ma 10e année de service, j'ai obtenu une promotion au grade de capitaine de corvette. La cérémonie a eu lieu par une matinée de printemps ensoleillée sur la base de Norfolk. Michael était à mes côtés. Emily, maintenant âgée de 6 ans, était assise au premier rang, balançant joyeusement ses pieds. Les insignes de promotion m'ont semblé plus lourds que prévu lorsqu'ils ont été fixés sur mon col. Lourds d'une bonne manière. Un rappel de chaque nuit blanche et de chaque décision difficile qui m'avait menée jusque-là. Après la cérémonie, Michael m'a serré dans ses bras. Emily a couru vers moi et m'a saluée avec le sérieux d'une enfant de 6 ans. « Bon travail, maman », a-t-elle dit. J'ai ri et je l'ai soulevée dans mes bras. Mais plus tard ce soir-là, une fois que tout le monde était rentré, je me suis assise seule sur notre porche arrière. Pendant un instant, j'ai imaginé mes parents assis dans le public, mon père prétendant qu'il n'était pas ému, ma mère prenant des photos. Ils avaient tout manqué, tout comme ils avaient manqué tout le reste. Non pas parce que j'avais échoué, mais parce que quelqu'un en qui ils avaient la confiance leur avait dit que je l'avais fait.
2 ans plus tard, un événement a tout changé à nouveau. J'étais dans mon bureau en train de réviser des rapports logistiques de routine quand un dossier disciplinaire interne a atterri sur mon bureau. Au début, il ressemblait à n'importe quel autre dossier. Puis j'ai vu le nom, Thomas Mitchell, mon frère. Le dossier détaillait des falsifications de documents d'approvisionnement lors d'une opération de transport. Ce n'était pas une petite erreur. C'était le genre de faute qui déclenchait une enquête complète. Et finalement, une audience devant une cour martiale. Je suis restée là à fixer l'écran pendant un long moment. 12 ans s'étaient écoulés depuis ce jour sur le porche à Hopewell. 12 ans depuis que mes parents avaient fermé la porte. Et maintenant, la marine, cette même marine que mon frère prétendait que j'avais quittée, nous réunissait d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Je n'ai pas ressenti de colère, juste un étrange sentiment d'inéluctabilité, comme si la vérité avait patiemment attendu tout ce temps. Et maintenant, elle était enfin prête à s'exprimer. Quand j'ai vu pour la première fois le nom de Tom sur ce dossier, j'ai cru à une coïncidence. Mitchell n'est pas un nom rare. Il y en avait 3 rien que sur la base. Pendant quelques secondes, je me suis dit que ça pouvait être n'importe qui. Puis, j'ai ouvert le rapport. Grade, premier maître. Unité, logistique navale. Type d'enquête. Falsification de documents logistiques. Mon estomac s'est noué. C'était lui, mon frère aîné. Le même frère qui avait dit à mes parents que je ne pouvais pas supporter la vie dans la marine. Le même frère dont le mensonge m'avait effacé de ma propre famille. Pendant un long moment, je suis restée assise là, à fixer les mots sur l'écran. 12 ans de distance semblaient soudain dérisoires, parce que, dans la marine, le monde peut rétrécir très vite. Les navires se croisent, les commandements se chevauchent. Les dossiers voyagent plus loin que les gens ne le pensent. Et parfois, le passé revient en uniforme. Tom s'était engagé dans la marine environ 5 ans après moi. Je ne le savais pas à l'époque. En fait, je ne savais rien de sa vie durant ces années-là. Hopewell aurait tout aussi bien pu être un autre pays. Mais le dossier d'enquête racontait l'histoire assez clairement. Tom s'était engagé à 28 ans, plus vieux que la plupart des recrues. Il s'en était bien sorti au début, de bonnes évaluations, de bons scores de leadership. Mais il y avait aussi des notes, de courtes notes, le genre que les superviseurs écrivent quand ils ne sont pas totalement convaincus, par moments réfractaires à la surveillance, fait preuve d'assurance mais peine à assumer ses responsabilités. Ces phrases me sont restées en tête. L'assurance sans la responsabilité. C'était tout à fait le frère dont je me souvenais. Le rapport continuait. Lors d'une récente opération de transfert logistique, Tom avait validé plusieurs expéditions d'inventaire, du matériel valant des centaines de milliers de dollars. La paperasse affirmait que tout avait été correctement vérifié, mais un audit a découvert des anomalies, des articles manquants, des quantités incorrectes, des signatures qui ne correspondaient pas au registre d'inspection. Au début, les enquêteurs ont pensé à une mauvaise tenue des registres. Mais en creusant davantage, le schéma est devenu clair. Tom avait approuvé des cargaisons qu'il n'avait jamais personnellement vérifiées. Dans certains cas, il avait signé les documents avant même que les inspections n'aient lieu. Dans l'armée, c'est plus que de la négligence. C'est une faute grave, le genre qui mène à la cour martiale. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fermé les yeux. Quelque part à Norfolk, mon frère faisait maintenant face au même système dont il prétendait autrefois que je ne pourrais pas sortir vivante. La vie a un sens du timing étrange. Plus tard cet après-midi-là, mon commandant, le commandant Ellis, m'a appelé dans son bureau. Ellis était un homme calme d'une 50aine d'années qui avait passé la majeure partie de sa carrière à assurer le bon fonctionnement d'opérations complexes. Il m'a désigné la chaise en face de lui. « Mitchell », a-t-il dit. « Vous avez vu le dossier Mitchell ?» J'ai hoché la tête. « Oui, commandant. » Il m'a observé attentivement. « Vous avez un lien de parenté ?»« Oui, commandant. » Ellis a soupiré doucement. Je m'en doutais. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a croisé les mains. « Le comité de révision a besoin de quelqu'un avec de l'expérience en logistique, a-t-il dit. Votre nom est apparu en premier. J'ai compris ce qu'il voulait dire.
La marine n'évite pas les situations difficiles simplement parce qu'elles sont inconfortables. Nous assignerons quelqu'un d'autre si nécessaire, a-t-il ajouté. J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait s'écarter. Après tout, ce n'était pas n'importe quelle enquête. C'était mon frère. Mais une autre partie de moi, celle que la marine avait formée pendant 12 ans, comprenait une chose importante. Le devoir ne disparaît pas quand les choses deviennent personnelles. Je peux m'en occuper, j'ai dit. Ellis a hoché la tête lentement. Très bien, l'audience préliminaire est la semaine prochaine. Puis il a ajouté « Vos parents seront probablement là ». Cette phrase a pesé plus lourd que tout ce qu'il avait dit jusque-là. Mes parents? Je ne les avais pas vus depuis le jour où la porte s'était fermée. Je ne savais pas à quoi ils ressemblaient là maintenant. Je ne savais pas s'ils croyaient toujours à l'histoire de Tom. Mais je savais une chose. S'ils venaient pour soutenir leur fils, ils étaient sur le point de voir quelque chose qui risquait de tout changer. La semaine précédant l'audience m'a semblé plus longue que d'habitude. Je me suis concentrée sur mon travail pendant la journée. Émilie venait d'avoir 8 ans et les soirées étaient remplies de devoirs, de dîners et d'histoires avant de dormir. Michael a remarqué que quelque chose me préoccupait. Un soir, après qu'Émilie se fut couchée, nous nous sommes assis sur le porche avec 2 tasses de café. « Tu penses à l'affaire » a-t-il demandé. « Oui. Ton frère » ? « Oui. » Michael s'est adossé à sa chaise. « Tu lui as parlé » ? « Non. » « Tu comptes le faire » ? J'ai secoué la tête. « Ça ne servirait à rien. » Michael a hoché la tête d'un air pensif. Puis il a dit quelque chose de simple mais de sage. Parfois, les gens portent des mensonges plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. J'y ai réfléchi. Peut-être que Tom avait eu l'intention de corriger les choses au début. Peut-être prévoyait-il de dire la vérité à nos parents une fois que j'aurais fait mes preuves. Mais la fierté a cette façon de s'incruster. Et plus un mensonge survit, plus il devient difficile de le tuer. Le matin de l'audience est arrivé discrètement. Je me suis réveillée avant l'aube, une vieille habitude de la marine. Je me suis tenue devant le miroir de ma chambre et j'ai soigneusement boutonné ma tenue de cérémonie blanche. L'uniforme portait toujours le même poids que le jour où je l'avais porté pour la première fois, mais les rubans sur ma poitrine racontaient maintenant une histoire plus longue. Déploiement, citations, années de service. Émilie est entrée dans la pièce en se frottant les yeux. « Maman ? Bonjour, ma grande. » Elle m'a regardée en uniforme. « Tu as l'air importante. » J'ai souri. « Je fais juste mon travail. » Elle m'a serré brièvement dans ses bras avant de se diriger vers la cuisine. Michael est apparu dans l'encadrement de la porte. « Tu es prête » a-t-il demandé. J'ai pris une lente inspiration. Autant que je puisse l'être. La salle d'audience militaire de la base n'est pas grande. Elle est formelle, mais simple. Des bancs en bois, une estrade pour le juge. Un drapeau américain dans un coin. Quand j'ai franchi les portes ce matin-là, je n'ai pas immédiatement regardé le public. Je me suis d'abord dirigée vers l'avant. Le son de mes chaussures sur le sol résonnait doucement. Puis, lentement, je me suis retournée. Ils étaient là. Mes parents, plus vieux maintenant, les cheveux de mon père presque entièrement gris. Ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs. Ils ne m'avaient pas encore remarquée. Leur attention était fixée sur la table de la défense, sur Tom. Mon frère avait l'air fatigué, plus vieux lui aussi. Le garçon doré et sûr de lui de Hopewell était difficile à reconnaître maintenant. Puis l'huissier a annoncé le début de la séance. Les gens ont bougé sur leurs sièges, et c'est à ce moment-là que ma mère a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Sa main s'est portée à sa bouche. Mon père s'est retourné ensuite. Son corps s'est totalement figé. Et à cet instant, avant même qu'un seul mot de témoignage ne soit prononcé, la vérité avait déjà commencé à parler d'elle-même. Parce que la fille qu'il croyait avoir quitté la marine venait d'entrer dans la salle d'audience avec 12 ans de preuves sur les épaules. Pendant un instant, toute la salle a semblé oublier de respirer. Les yeux de ma mère étaient écarquillés, fixés sur l'uniforme que je portais, comme s'il risquait de s'évaporer si elle clignait des yeux. Mon père s'est penché lentement en avant, plissant les yeux comme s'il ne faisait pas confiance à ce qu'il voyait. Je me tenais là, à l'avant de la pièce,
les mains posées calmement le long de mon corps. 12 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient fermé la porte à Hopewell. 12 ans depuis que mon père m'avait dit qu'il m'avait mieux élevé que pour mentir. Et maintenant, sans qu'un seul mot ne soit échangé entre nous, la vérité s'installait déjà dans la pièce. L'huissier s'est raclé la gorge. « Veuillez vous lever !» Le juge est entré et le formalisme tranquille du système judiciaire naval a pris le dessus. Les chaises ont grincé sur le sol alors que tout le monde se rasseyait. Des dossiers ont été déplacés. Quelques chuchotements ont flotté sur les bancs avant de s'éteindre. J'ai pris place à la table de supervision. De là où j'étais, je pouvais voir Tom clairement. Il avait toujours été large d'épaules en grandissant, mais maintenant, il semblait plus petit. L'assurance qu'il portait autrefois comme une armure paraissait plus mince. Ses yeux se sont posés une fois sur moi, puis ils sont vite retombés sur la table. Le procureur a commencé à énumérer les charges. Manquement à la vérification des cargaisons d'inventaire, signature de documents d'inspection sans avoir effectué les contrôles requis, falsification de registres logistiques. Le langage était précis, calme, clinique. La marine ne crie pas ses accusations. Elle présente des faits, et les faits ont une façon de transpercer le bruit. Pendant que le témoignage commençait, je sentais les regards de mes parents dériver vers moi, encore et encore. Je pouvais le sentir sans regarder. Cette sensation étrange que l'on éprouve quand quelqu'un vous étudie attentivement. Finalement, lors d'une courte pause entre deux déclarations, j'ai jeté un regard vers eux. Ma mère ressemblait à quelqu'un essayant de résoudre un puzzle qu'elle n'aurait jamais cru revoir. La mâchoire de mon père était contractée. L'uniforme avait déjà fait la majeure partie du travail d'explication. Les feuilles de chêne dorées sur mon col, les rubans de service, ma posture, le simple fait que je sois assise à l'avant d'un tribunal naval, les gens qui quittent l'armée ne finissent pas là 12 ans plus tard en grande tenue de cérémonie. Le premier témoin était un officier logistique qui avait travaillé aux côtés de Tom. Il a parlé sur ce ton mesuré et prudent que les militaires utilisent pour décrire les procédures. Les registres d'inspection exigeaient une vérification avant signature, a-t-il dit, et ces inspections n'ont pas eu lieu. Dans plusieurs cas? Non, monsieur. Il a décrit comment les rapports d'inventaire avaient été approuvés des heures avant même l'arrivée des cargaisons. Un raccourci qui permettait de gagner du temps sur le papier, mais qui créait de graves problèmes de responsabilité. Le procureur a posé la question évidente. Qui a signé les documents d'approbation? L'officier a jeté un bref coup d'œil vers Tom. Le premier maître Mitchell. Les mots sont tombés calmement, mais j'ai vu ma mère bouger sur son siège. L'audience a continué pendant près d'1 heure. Des témoins ont décrit la chronologie. Des enquêteurs ont expliqué comment les anomalies avaient été découvertes. Rien de tout cela n'était spectaculaire, juste des preuves calmes et constantes. Mais quelque chose d'autre se passait sous le processus formel. Toutes les quelques minutes, mes parents me regardaient à nouveau, étudiant l'uniforme, la posture, le siège d'officier. Ma mère s'est penchée une fois vers mon père et lui a chuchoté quelque chose. Je n'ai pas entendu les mots, mais je pouvais voir la question dans ses yeux. Si elle a abandonné, comment peut-elle être ici? Finalement, le juge a ordonné une courte suspension de séance. La tension dans la salle est retombée un peu alors que les gens se levaient pour s'étirer. Je suis restée assise un instant pour organiser mes documents. Quand j'ai enfin levé les yeux, mes parents ne se trouvaient qu'à quelques mètres de moi. Aucun d'eux n'a parlé tout de suite. De près, les années étaient encore plus visibles. Les épaules de mon père s'étaient un peu voûtées. Les mains de ma mère tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son sac à main. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés. Puis, ma mère a parlé. Sarah. Ce n'était pas vraiment une question, mais plutôt de l'incrédulité. Oui, maman. Sa voix tremblait. Tu es toujours dans la marine. Oui, maman. Les yeux de mon père ont parcouru lentement l'uniforme. Les insignes, les rubans, les galons du col. Sa voix était plus basse que dans mes souvenirs. Quel grade est-ce? Capitaine de corvette. Il a encaissé cela en silence. Derrière eux, j'ai remarqué Tom qui nous observait depuis le couloir. Son expression n'était pas de la colère. C'était quelque chose de proche de la résignation,
comme un homme qui savait que l'histoire qu'il avait bâtie était enfin en train de s'effondrer. Ma mère s'est assise lourdement sur l'un des bancs du couloir. 12 ans, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas grand-chose à dire sur 12 ans. Mon père a fini par me regarder directement. Tu n'as jamais abandonné, a-t-il dit doucement. Non, papa. Ses yeux se sont fermés brièvement. Pour un homme qui avait passé sa vie entière à croire en la discipline et la responsabilité, cette réalisation a dû être brutale. Tu avais dit qu'il mentait, a-t-il murmuré. Oui. Ma mère a essuyé ses yeux. Tom nous a dit que tu n'avais pas pu finir l'entraînement, a-t-elle dit. Il a dit que tu avais honte et que tu ne voulais pas que ça se sache. J'ai fini, j'ai dit calmement. Oui, a dit mon père doucement. Je le vois bien. L'huissier a rappelé tout le monde à l'intérieur. L'audience a repris, mais quelque chose de fondamental avait déjà changé. La salle d'audience avait toujours les mêmes bancs en bois, la même procédure tranquille, le même ton formel. Mais maintenant, mes parents regardaient une autre histoire se dérouler. Pas l'histoire qu'ils avaient crue pendant 12 ans, mais celle qui avait été vraie depuis le début. Et de l'autre côté de la pièce, mon frère était assis en silence à la table de la défense. L'homme dont le mensonge avait mis une demi-vie à être démasqué. Le témoignage a continué. Mais la preuve la plus importante dans cette pièce n'était écrite dans aucun rapport. Elle était assise tranquillement au premier rang. Deux parents vieillissants, réalisant qu'ils avaient cru le mauvais enfant et réalisant que cela leur avait coûté 12 ans avec celle qui n'avait jamais abandonné. La deuxième session de l'audience a été plus rapide que la première. À ce stade, la plupart des faits avaient déjà été exposés. Le reste n'était que des clarifications sur des dates, des procédures, de petits détails importants pour la marine, mais qui ne changeaient pas le tableau d'ensemble. Tom avait validé des inspections qui n'avaient jamais eu lieu. Ce n'était pas du sabotage, ce n'était pas du vol, mais c'était de la négligence. Et dans l'armée, la négligence peut avoir des répercussions bien plus dangereuses. En début d'après-midi, le juge a ajourné les débats pour la journée. La salle s'est vidée lentement. Les officiers ont rassemblé leurs documents. Les avocats discutaient discrètement à l'avant. Le murmure des voix résonnait contre les murs en bois. J'ai rangé mon propre dossier avec soin et je suis sortie dans le couloir. Mes parents m'attendaient là. Ils se tenaient maladroitement près du même banc où ma mère s'était assise plus tôt, comme deux personnes ne sachant plus trop quelle place occuper. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis ma mère a marché vers moi. De près, j'ai remarqué quelque chose qui m'a surprise. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas physiquement plus faible, mais diminuée d'une certaine façon, comme si les années lui avaient appris plus que je ne le réalisais. « Sarah » a-t-elle répété. J'ai hoché poliment la tête. « Maman. » Mon père s'est avancé ensuite. « Ta mère dit que tu es capitaine de corvette, » a-t-il dit. « Oui, papa. Depuis combien de temps ? » 3 ans. Il a expiré lentement par le nez. C'est impressionnant. C'était la première fois en 12 ans qu'il disait quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à de la fierté. Mais il y avait aussi autre chose dans sa voix. Du regret. Un regret immense. Avant que quiconque ne puisse en dire plus, la porte de la salle d'audience s'est ouverte derrière nous. Tom est entré dans le couloir. Dès qu'il nous a vus tous les trois réunis, il s'est arrêté de marcher. Pour la première fois depuis mon arrivée ce matin-là, nos regards se sont croisés plus de quelques secondes. Il paraissait plus vieux que ses 40 ans, avec des rides marquées autour de la bouche et de la fatigue sur les épaules. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau dans son expression, une sorte de capitulation. Mon père s'est tourné lentement vers lui. « Tom, » a-t-il dit. Mon frère s'est approché, les pas lents. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Finalement, mon père a posé la question qui flottait dans l'air toute la journée. Pourquoi ? Tom n'a pas prétendu ne pas comprendre. Ses yeux se sont posés brièvement sur moi, puis sont revenus vers nos parents. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, a-t-il dit doucement. Ma mère a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tom s'est frotté l'arrière de la nuque.
la même habitude nerveuse qu'il avait quand nous étions enfants. Quand Sarah est partie pour le camp d'entraînement, a-t-il dit « Vous ne parliez plus que d'elle ». Mon père a cligné des yeux. Nous étions fiers d'elle. Je sais. Tom a dit que c'était bien là le problème. Les mots sont restés suspendus dans le couloir comme de la fumée. Tom s'est dandiné d'un pied sur l'autre. Tout le monde en ville demandait de ses nouvelles, a-t-il continué. Ce qu'elle faisait, ce qu'elle accomplissait. Il a regardé le sol. Et plus personne ne me demandait de mes nouvelles à moi. J'ai senti un serrement dans ma poitrine. Pas de la colère, mais quelque chose de proche de la tristesse. Tu étais toujours celui que tout le monde admirait, a dit Tom doucement. Le football, les amis, tout était facile pour toi. Tom a secoué la tête lentement. Pas aussi facile que tu le penses. Il a pris une longue inspiration avant de poursuivre. Un soir, maman a demandé si tu avais encore écrit. Il a dit « Je lui ai dit que tu avais des problèmes. » La voix de ma mère a tremblé. Tu as dit qu'elle avait abandonné. Tom a hoché la tête une fois. Ouais. La mâchoire de mon père s'est contractée. Pourquoi as-tu dit ça? Tom a fixé le sol. Parce que c'était plus facile que de dire qu'elle s'en sortait mieux que moi. L'honnêteté de cet instant était brutale. Des années de silence prenaient soudain un sens terrible. Tu aurais pu nous dire la vérité, a chuchoté ma mère. J'avais l'intention de le faire, a dit Tom. Quand? Plus tard. Mais le plus tard ne cessait de s'éloigner. Mon père s'est avancé lentement. 12 ans, Tom. Les yeux de Tom se sont enfin levés. Je sais. Le couloir est devenu silencieux. Quelques officiers sont passés, jetant un regard curieux à cette petite confrontation familiale près du mur. Ma mère s'est rassise sur le banc. Sa voix s'est brisée. Toutes ces cartes de Noël. Je me suis figée. Vous les avez reçues? Mon père a hoché la tête lentement. Toutes. J'avais toujours supposé qu'elles étaient retournées sans être ouvertes, mais voilà que la vérité changeait encore. Vous les avez gardées? Mon père a semblé embarrassé. Je ne savais pas quoi en faire. Pourquoi n'avez-vous pas répondu? Il a détourné le regard. Parce que si j'avais répondu, j'aurais dû admettre que j'avais peut-être tort. C'était là. Pas de la cruauté, pas de l'indifférence. La fierté. Cette même fierté qui avait construit notre famille et qui l'avait discrètement fracturée. Ma mère a essuyé ses yeux. On a tout manqué, a-t-elle dit. Ton mariage, tes promotions, notre petite fille. Sa voix s'est adoucie sur ce dernier mot. J'ai pensé à Émilie à la maison, faisant ses devoirs à la table de la cuisine. L'enfant que mes parents n'avaient jamais rencontré. Je pouvais voir la prise de conscience se lire sur leur visage. Pas seulement le mensonge, mais les années qu'il avait volées. Finalement, mon père a repris la parole. « J'aurais dû appeler la marine », a-t-il dit. « Poser des questions. » « Oui, » j'ai dit doucement. « Tu aurais dû. » Tom s'est adossé au mur. « Je suis désolé, » a-t-il dit simplement. Ce n'était pas dramatique. Pas de discours, juste un homme fatigué reconnaissant les dégâts qu'il avait causés. Je l'ai observé un instant, puis j'ai hoché la tête. « Je te crois. » Ma mère a levé les yeux. « C'est tout ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai haussé les épaules. Qu'y a-t-il d'autre? 12 ans de silence ne s'effacent pas dans un couloir. Mais au moins maintenant, la vérité était enfin au grand jour. Et c'est parfois là que la guérison commence. La cour martiale a repris le lendemain matin. Je suis arrivée tôt, comme la marine me l'avait appris pour presque chaque moment important de ma carrière. La salle d'audience était encore vide quand je suis entrée. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres et s'étirait sur le sol en bois poli. Pendant quelques minutes de calme, je suis restée là, seule. La même pièce qui avait révélé 12 ans de vérité attendait maintenant de décider de l'avenir de mon frère. Je ne ressentais aucune satisfaction. Si je ressentais quelque chose, c'était plutôt de la lourdeur. Parce que la justice, quand elle implique la famille, n'est jamais aussi nette qu'on l'imagine. Bientôt, les autres sont arrivés. Les officiers ont pris place.
Les avocats ont disposé leur dossier, le juge est entré avec le même professionnalisme calme que la veille. Mes parents se sont assis près de l'avant. Cette fois cependant, ma mère m'a regardé presque immédiatement. Quand nos regards se sont croisés, elle a fait un petit signe de tête. Ce n'était pas encore des excuses. Pas encore. Mais c'était quelque chose de nouveau. Une reconnaissance. L'audience a avancé rapidement. Tom avait choisi de ne pas contester les preuves. Son avocat a confirmé qu'il acceptait la responsabilité des falsifications de documents. Cette décision était importante. Dans l'armée, assumer ses actes a du poids. Les hommes et les femmes qui admettent leurs erreurs tôt gagnent souvent plus de respect que ceux qui tentent de les cacher. Le juge a examiné les conclusions avec soin. La conclusion était sans appel. Tom avait violé le protocole de la marine en approuvant des documents logistiques sans vérification appropriée. Ces actes avaient-ils créé un risque pour les chaînes d'approvisionnement opérationnelles, même si aucun matériel n'avait finalement été perdu. Les conséquences étaient sérieuses, mais pas catastrophiques. Une rétrogradation, un renvoi administratif, la perte de certains avantages de service, mais pas de peine de prison. Le marteau a frappé doucement quand la décision a été finalisée. Juste comme ça, la carrière de mon frère dans la marine s'est terminée. Tom a hoché la tête une fois, acceptant le verdict. La salle s'est vidée lentement. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir semblait plus calme que la veille. Les gens passaient devant nous avec des signes de tête polis, mais la plupart continuaient leur chemin. La culture militaire a cette façon de respecter l'intimité des familles quand des choses difficiles se produisent. Tom se tenait les mains dans les poches. « Eh bien, a-t-il dit doucement, voilà qui est fait. » Mon père l'a regardé un long moment. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Tom a eu un sourire fatigué. « Je survivrai. » Il y avait une étrange honnêteté dans sa voix maintenant. Le fils prodige de Hopewell avait finalement été dépouillé de ses artifices pour devenir quelqu'un de plus simple. Juste un homme faisant face aux résultats de ses choix. Ma mère s'est approchée et a touché son bras. « On t'aidera à trouver une solution, » a-t-elle dit. Tom a hoché la tête. Puis il s'est tourné vers moi. « Sarah ?» ?»« Oui. » Il a hésité avant de parler à nouveau. « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi qui sois assise dans cette pièce. » « Je ne m'attendais pas à t'y voir non plus, » j'ai répondu. Un léger sourire a effleuré son visage. On dirait que la vie a de l'humour. Peut-être, mais parfois, elle a aussi le sens de l'équilibre. Mes parents m'ont suivi à l'extérieur du bâtiment. L'air semblait plus chaud que la veille, et une légère brise agitait les arbres le long de l'allée. Nous sommes restés là, ensemble, un peu maladroits. 4 personnes qui avaient autrefois partagé la même table. 4 personnes qui se sentaient maintenant comme des parents éloignés. Finalement, ma mère a parlé. « Est-ce qu'on pourrait venir vous voir un de ces jours ?» a-t-elle demandé. La question m'a surprise. « Nous voir ?» Elle a hoché la tête lentement. « Nous aimerions rencontrer Émilie. » Le nom de ma fille semblait étrange dans sa bouche, comme si elle le testait. Mon père s'est raclé la gorge. « Si tu es d'accord, » a-t-il ajouté. J'ai repensé à Émilie à la maison. Sa curiosité, son ouverture d'esprit. Les enfants ne gardent pas rancune comme les adultes. Et je me demandais ce que 12 ans de distance lui avaient déjà coûté. « Ça lui plairait ?» j'ai dit. Le soulagement a détendu les épaules de ma mère. « Merci », a-t-elle chuchoté. 2 semaines plus tard, mes parents ont conduit jusqu'à Norfolk. Michael faisait griller des hamburgers dans le jardin pendant qu'Emily faisait du vélo dans l'allée. Quand la voiture s'est garée, Emily m'a regardée. « Ce sont les grands-parents ?» a-t-elle demandé. « Oui », j'ai dit. Elle a penché la tête d'un air pensif. « D'accord. Les enfants acceptent les choses que les adultes analysent trop. » Mes parents sont sortis lentement de la voiture. Pendant un moment, ils ont simplement regardé Émilie faire des cercles. Puis la voix de ma mère s'est brisée doucement. « Elle te ressemble. » Émilie a garé son vélo et s'est approchée avec assurance. « Salut », a-t-elle dit. Mon père s'est penché maladroitement. « Bonjour. » Émilie l'a étudié attentivement. « Tu es mon papy ?» Il a hoché la tête. « Oui. » Elle a souri. « D'accord. » Puis elle a tendu la main et a pris la sienne.
Ce petit geste a brisé quelque chose dans l'air entre nous. Ma mère a encore essuyé ses yeux. Michael s'est approché avec un plateau de hamburgers. « Bienvenue dans la famille », a-t-il dit chaleureusement. Nous nous sommes tous assis à la table de la terrasse. La conversation a démarré doucement. La météo, l'école, les livres préférés d'Émilie. Mais peu à peu, la tension s'est apaisée. Pas effacée, juste adoucie. Avant qu'il ne reparte ce soir-là, mon père a sorti une petite boîte de sa voiture. À l'intérieur se trouvait une douzaine d'enveloppes non ouvertes. Les cartes de Noël. Toutes celles que j'avais postées au fil des ans. Je n'ai pas pu m'en débarrasser, a-t-il dit doucement. J'ai regardé la pile de cartes et j'ai senti un déclic dans ma poitrine. 12 ans avaient passé. Rien ne pourrait rendre ces fêtes perdues. Mais peut-être que la porte qui s'était fermée à Hopewell n'avait pas été verrouillée pour toujours. Peut-être qu'elle attendait simplement que quelqu'un l'ouvre à nouveau. 6 mois après la cour martiale, la vie semblait plus calme qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Pas parfaite, mais plus calme. C'est parfois la meilleure forme de guérison que l'on puisse espérer. La marine m'avait réaffecté à un nouveau poste de commandement logistique sur la base de Norfolk. Cela signifiait moins de déploiement et plus de temps à la maison, ce qui ravissait Émilie. « Ça veut dire que tu seras là pour ma foire aux sciences ?» a-t-elle demandé un soir en dînant. « Oui, » j'ai dit. Elle a hoché la tête sérieusement. « Tant mieux, parce que la dernière fois que papa a essayé d'expliquer les volcans, ça n'a pas marché. » Michael a ri. « Oh, attends, mon volcan était excellent. » Émilie a secoué la tête. « Il a explosé trop tôt. La vie de famille a cette façon de vous rappeler ce qui compte vraiment. Pendant 12 ans, mon monde avait été façonné par la discipline, le devoir et la distance. Maintenant, lentement, quelque chose d'autre revenait. La connexion. Pas de façon parfaite, mais honnête. Mes parents ont commencé à venir environ 1 fois par mois. Les premières visites étaient prudentes. Ma mère apportait des plats cuisinés, comme elle le faisait quand j'étais petite. Mon père aidait Michael à réparer une clôture dans le jardin. La plupart de nos conversations restaient légères. Le travail, l'école d'Émilie, le temps à Hopewell, mais de temps en temps, quelque chose de plus profond remontait à la surface. Un après-midi, mon père et moi étions assis sur le porche pendant qu'Émilie jouait dans le jardin. Il la regardait passer à vélo. « Elle a ta détermination ?» a-t-il dit. « Je l'espère. » Il a hoché la tête lentement. Puis il a repris la parole. « J'ai eu tort. Les mots étaient simples, mais ils pesaient lourd. J'aurais dû poser des questions, » a-t-il dit. « Oui, » j'ai répondu doucement. Il a regardé vers la rue. « Tu sais, c'est étrange, » a-t-il ajouté. « Quoi ? » Je disais aux gens que ma fille servait dans la marine. Je l'ai regardé, même après avoir cru que j'avais abandonné. Il a hoché la tête. L'habitude, je suppose. Il s'est frotté les mains. J'arrêtais simplement de donner des détails. Cette confession discrète m'a appris quelque chose d'important. Même quand mon père croyait au mensonge, une partie de lui s'accrochait encore à la fierté. Il ne savait juste pas comment la concilier avec ce qu'il pensait être la vérité. La fierté est compliquée ainsi. Tom venait moins souvent. Après son renvoi, il était retourné à Hopewell et avait trouvé du travail comme gestionnaire d'inventaire pour une entreprise de construction. La marine lui avait pris quelque chose, mais elle l'avait aussi forcé à se regarder en face. La première fois qu'il est venu à Norfolk après tout cela, nous nous sommes assis à la même table de cuisine où Émilie faisait ses devoirs. Aucun de nous n'a précipité la conversation. « J'ai repensé à ce jour-là, » a-t-il dit. « Quel jour ? » « Le jour où tu es parti pour le camp d'entraînement. » Je m'en souvenais clairement. Mes parents dans l'allée, ma mère me serrant fort dans ses bras, mon père me serrant la main comme il l'avait fait le soir où j'avais signé mon engagement. Tom s'est adossé à sa chaise. « J'étais jaloux, » a-t-il admis. « Je sais. Je ne pensais pas que le mensonge prendrait une telle ampleur. »« C'est le problème avec les mensonges, » j'ai dit doucement. « Ils grandissent. » Il a hoché la tête lentement. Pendant un instant, nous sommes restés en silence. Puis, il a regardé Émilie qui coloriait à l'autre bout de la table.
Elle a l'air d'être une chouette gamine. Elle l'est. Je suis désolée qu'elle n'ait pas connu son oncle plus tôt. J'ai haussé les épaules. Elle te connaît maintenant. Parfois, cela suffit. Quelques mois plus tard, un événement a bouclé la boucle. J'ai été promue à nouveau. Une autre cérémonie. De nouveaux insignes épinglés avec soin sur mon uniforme. Cette fois, la salle était très différente de celle de 12 ans plus tôt. Michael était à nouveau à mes côtés. Émilie était au premier rang, balançant joyeusement ses jambes. Mais il y avait deux nouveaux visages. Mes parents. Ma mère tenait un petit appareil photo. Mon père se tenait très droit sur sa chaise, suivant la cérémonie comme s'il s'agissait de l'événement le plus important auquel il ait jamais assisté. Quand la promotion a été annoncée, Émilie a applaudi bruyamment. Ma mère a essuyé des larmes. Mon père s'est levé et m'a serré la main après coup. « Je suis fier de toi », a-t-il dit. Les mêmes mots qu'il m'écrivait dans ses premières lettres il y a des années. Les entendre à nouveau a signifié plus que je ne l'aurais cru. Plus tard ce soir-là, après le départ des invités, je suis restée seule sur le porche. L'air était frais, et le quartier calme me rappelait un peu Hopewell. Le rire d'Émilie s'échappait de l'intérieur. Michael l'aidait à construire un autre projet scientifique. J'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. Un mensonge, une porte fermée, 12 ans de silence, et une salle d'audience où la vérité avait fini par se manifester. On me demande parfois si je suis en colère pour ces années perdues. La réponse honnête est non. La colère est un fardeau, et j'en ai déjà porté assez pendant ces 12 années. Ce que j'ai appris à la place est plus simple. Les familles ne se brisent pas toujours parce que les gens cessent de s'aimer. Parfois, elles se brisent parce que les gens sont trop fiers pour poser une question de plus, trop fiers pour admettre qu'ils pourraient avoir tort. Si mon père avait passé un seul coup de téléphone, si ma mère avait demandé confirmation à la marine, si Tom avait trouvé le courage de dire la vérité plus tôt, notre histoire aurait pu être bien différente. Mais la vie nous offre rarement un timing parfait. Ce qu'elle nous offre, c'est une opportunité. L'opportunité de dire la vérité, de pardonner, d'ouvrir des portes autrefois fermées. Avant de rentrer ce soir-là, j'ai regardé le drapeau accroché près de notre porche. Le même genre que mon père remplaçait chaque Memorial Day quand j'étais enfant, et j'ai pensé à une chose que j'aimerais que plus de familles n'oublient pas. Un mensonge peut fermer une porte pendant des années, mais la vérité, si l'on est assez courageux pour l'affronter, peut toujours l'ouvrir à nouveau. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment ce soir pour appeler quelqu'un qui compte pour vous. Posez la question supplémentaire. Écoutez un peu plus longtemps. Et si les histoires de service familial et de seconde chance comptent pour vous, je serais honorée que vous restiez avec moi pour la suivante. Merci de m'avoir écouté.